Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du chapitre 12 avec les liaisons intermoléculaires. Donc déjà, on va commencer par parler de la polarité d'une molécule. Ce qu'on entend par polarité de molécule, c'est le fait que la molécule, elle ait ses électrons qui soient au final répartis de manière uniforme sur la molécule ou de manière non uniforme avec plus d'électrons de valence d'un côté de la molécule que de l'autre. Donc on va distinguer les molécules polaires où justement les centres des charges positives et négatifs ne coïncident pas. Et puis ça veut dire qu'on va avoir un endroit où on va avoir une répartition des électrons plus importante d'un côté de la molécule que d'un autre. Et les molécules qui sont apolaires, où cette fois, on va estimer que les électrons sont répartis de manière uniforme sur l'entier de la structure, donc on n'a pas plus d'électrons d'un côté que de l'autre sur la structure. À pas confondre cette polarité de la molécule avec le fait qu'une liaison soit polarisée ou apolaire. On peut avoir des liaisons polarisées partout sur la molécule et obtenir une molécule apolaire à la fin. Donc la polarisation de liaison et puis la polarité de la molécule doivent être bien distinguées. D'abord, on va parler du moment dipolaire. Donc la présence, ce moment dipolaire qu'on va représenter par l'appellation muR, mu pour le moment dipolaire, R pour la résultante, puisqu'on va voir que c'est une somme vectorielle, on va le déterminer de cette manière-là. Et puis on a une flèche en dessus qui nous indique que on a un vecteur. Donc avec une norme, un point d'application et puis une direction. Donc aussitôt qu'on va pouvoir démontrer qu'on a un moment dipolaire sur la molécule, à ce moment-là, on va avoir une molécule qui est polaire. Si on n'a pas de moment dipolaire, le moment dipolaire correspond au vecteur nul, à ce moment-là, on va avoir une molécule qui est apolaire. Donc on peut déterminer le moment dipolaire grâce à deux outils qu'on va avoir ici. D'abord, il y a les charges partielles. Donc certains vont regarder, j'ai la molécule ici, l'acide fluorhydrique qui est avec un atome d'hydrogène et un atome de fluor. Si on regarde en termes d'électronégativité, l'hydrogène, il est à 2,20, le fluor, il est à 3,98. Donc on a une électronégativité plus grande pour le fluor que pour l'hydrogène, ce qui veut dire que le fluor sur la liaison HF va avoir tendance à attirer les électrons à lui. Donc s'il attire les deux électrons de la liaison HF à lui, il va avoir une tendance négative. Il a une tendance à avoir plus d'électrons que ce qu'il devrait. L'hydrogène, avec 2,20, il est largement plus faible que le fluor et il va avoir une tendance positive, donc à donner son électron, qu'on représente avec le delta plus. Donc ici, je pourrais représenter un vecteur covalent en disant que je viens il y a un déplacement des électrons. Mes électrons sur la liaison, ils ont tendance à partir de l'hydrogène, d'où l'espèce de plus qu'on a sur l'application du vecteur, et ils sont en train de se dépasser du côté du fluor. Donc le vecteur ici, ce vecteur covalent, qui est au final, puisqu'il n'y a qu'un vecteur covalent, c'est en même temps la résultante pour cette molécule-là, mais ce vecteur covalent me donne exactement la même indication que les charges partielles. Par contre, on va voir qu'on a un gros avantage avec cette notation des vecteurs covalents, c'est que on a moyen de noter à quel point l'hydrogène il est positif et à quel point le fluor il est négatif. Puisqu'avec ces vecteurs covalents, je peux ajouter une donnée supplémentaire qui va être la norme. En fonction des atomes que j'ai, on a des delta plus qui vont être plus positifs que d'autres. La même chose pour les delta moins. Mais avec juste les charges partielles, on n'arrive pas à indiquer ça. Ça, c'est compliqué à indiquer. Donc le vecteur covalent me donne la même information, mais avec la norme du vecteur, je peux expliquer à quel point, au final, les électrons sont déplacés du côté du fluor ou à quel point ils ne le sont pas.
Si on prend cet acide fluorhydrique et qu'on regarde la densité électronique, on se rend compte qu'on a une très large densité électronique du côté de l'atome de fluor, donc de l'atome de droite, tandis que de l'autre côté, on a quelque chose qui est assez faible en termes de densité électronique. Donc mon fluor, qui est ici, il y a beaucoup d'électrons qui sont sur ce fluor, tandis que de l'autre côté, du côté de l'atome d'hydrogène, on a largement moins d'électrons, parce qu'on a une densité électronique plus faible. Les 2 électrons sur la liaison, qui sont censés se situer sur une liaison apolaire pile au milieu, ben, la réalité fait que ces 2 électrons, ils sont pas à cet emplacement-là, mais puisque le fluor est plus électronégatif, ben, ces 2 électrons sont plus de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'en termes de densité électronique, ici, du côté du fluor, on a énormément d'électrons, puisqu'on a une grosse densité électronique, on a 8 électrons. Et puis, du côté de l'hydrogène, ben, on a 0 électrons en termes d'électrons de valence. Maintenant, si on regarde l'acide fluorhydrique, HF, si je fais le calcul de la norme de mon vecteur, on se rend compte que le fluor, il a une électronégativité de 3,98, tandis que l'hydrogène a une électronégativité de 2,20, ce qui me fait une différence d'électronégativité entre les deux atomes de 1,78. Donc je vais mettre une norme de vecteur où je vais estimer que la taille de ma flèche, elle fait 1,78. Alors après maintenant, qu'importe que je mette 1,78 cm, 3,5 cm, mais je vais dire que cette distance-là correspond à une différence d'électronégativité de 1,78. Si je prends, l'acide chlorhydrique cette fois, la différence d'électronégativité entre le Cl et le H, c'est 3,16 moins 2,20 qui me donne une différence d'électronégativité de 0,96 et j'ai une flèche qui est presque 2 fois moins grande que le vecteur qu'on a pour la liaison HF. Si je continue, l'acide bromhydrique, cette fois j'ai encore moins, et puis on se rend compte que avec ces vecteurs covalents, ben, on est capable d'indiquer le déplacement des électrons en fonction de à quel point ils sont déplacés du côté de l'atome de l'halogène, donc le fluor, le chlore, le brome ou l'iode. Et on a cette information supplémentaire. Dans tous les cas, si j'avais ici représenté avec les charges partielles, mon hydrogène aurait eu une charge partielle positive et le fluor, le chlore, le brome, l'iode auraient eu une charge négative. Mais ici, la norme me donne une indication supplémentaire qui est l'importance du déplacement électronique sur la liaison hydrogène-halogène. Maintenant, si on a une molécule polaire diatomique, ben, c'est assez simple puisque le moment dipolaire qu'on a calculé, enfin le vecteur covalent qu'on a calculé, ben, il correspond au moment dipolaire. Donc ici, moment dipolaire, il est là, c'est mon muer. Si par contre j'ai une molécule polaire polyatomique, cette fois, elle va avoir plusieurs vecteurs covalents puisqu'on va calculer un vecteur covalent pour chacune des liaisons. Et si je fais la somme vectorielle des différents vecteurs covalents individuels, ben, j'obtiens le vecteur covalent, enfin le moment dipolaire résultant, qui est au final la résultante de ces différents vecteurs covalents. Donc, si on regarde, ici j'ai une molécule de méthane. Sur cette molécule de méthane, j'ai 4 liaisons CH. Si je calcule ma différence d'électronégativité entre C et H, je vais avoir le C qui a une électronégativité de 2,55 et le H une électronégativité de 2,20. Donc différence d'électronégativité de 0,35. À chaque fois, le l'atome le plus électropositif ici, c'est l'hydrogène et puis je vais avoir un déplacement des électrons
en direction du carbone. Donc ma flèche, elle va partir de l'hydrogène et puis va aller en direction du carbone. Je représente des flèches à 0,35 et puis sur le bas, ici, au fur et à mesure où je rajoute mes flèches, ben, je fais ma résultante vectorielle en mettant toutes les flèches tête à queue. Donc j'ai la première flèche, là, elle finit par la tête et je vais lui mettre le cul de la flèche suivante pour obtenir ma résultante, dans n'importe quel ordre. Et ici, je me rends compte que je rarrive au point de départ. Ça m'indique que ma molécule, elle est apolaire. J'ai la résultante, c'est le vecteur nul. À ce moment-là, on a une molécule apolaire. Si je l'avais fait en 3 dimensions, on a exactement la même chose. Maintenant, si je prends le dichlorométhane, donc j'ai de nouveau des liaisons CH, je vais maintenant calculer la liaison ClC. Le Cl 3,16, le C 2,55, donc le Cl est plus électronégatif que le C de 0,61, donc on a presque une flèche par rapport au 0,35 qui vaut presque le double, un peu moins. Je fais ici ma somme vectorielle, donc on a des vecteurs covalents qui vont du C en direction du Cl, on les somme les uns aux autres et on se rend compte qu'on a cette fois sur la résultante, le point de départ et d'arrivée n'est pas la même. Ici, j'ai ma résultante qui est mon muR, elle, mon muR, je viens le tracer sur la molécule. Donc ici, j'ai un moment dipolaire, j'ai cette résultante, donc ma molécule, elle est estimée comme étant polaire. On peut le faire en 3 dimensions. Cette fois, c'est un peu plus compliqué puisqu'on va avoir des vecteurs qui sortent du plomb et des vecteurs qui rentrent dans le plomb, mais on pourrait le déterminer en 3 dimensions. Ici, si je le fais, ma résultante, elle est de nouveau entre les 2 atomes de chlore et exactement dans le plan de l'écran que vous êtes en train de voir à l'écran. Hem, Maintenant, si je veux représenter la molécule, des fois j'ai un problème avec la 2 dimensions. Parce que la 2 dimensions, je peux mettre, quand je le représente, des angles à 90° et ici mes 2 Cl, je peux les mettre à l'opposé de l'autre. Si je fais ma résultante, normalement, j'ai un vecteur nul. Par contre, c'est important de se poser la question de laquelle des 2 représentations en 2 dimensions est la bonne. Et ici, la bonne représentation, ça va être la molécule de gauche. Pourquoi la molécule de gauche? Ben, si on regarde avec la 3 dimensions, les Cl, ils sont obligatoirement avec l'ongle à 110°, obligatoirement côte à côte, l'un par rapport à l'autre. Ils peuvent pas être comme la molécule en 2 dimensions de droite, à l'opposé l'un de l'autre. Donc la molécule, celle-là, ça représente c'est une représentation au final en 2 dimensions qui est fausse parce qu'elle est trop éloignée de la vérité qu'on pourrait avoir avec la 3 dimensions. Les atomes de chlore, ils sont de toute manière côte à côte et ils peuvent pas être à l'opposé l'un de l'autre. Maintenant, si je prends ici, le métaldéhyde, alors on a une liaison double. On s'en fiche sur les liaisons doubles, qu'elles soient doubles, on va mettre qu'un vecteur covalent sur la liaison. La réalité, normalement, on devrait en tenir un petit peu plus compte, mais nous, on va estimer que à chaque fois qu'on a une liaison, on a un vecteur covalent, qu'importe qu'elle soit simple, double ou triple. Donc ici, là, je vais devoir calculer la différence d'électronégativité entre le haut LC. Ici, j'ai 3,44 moins 2,55, à savoir 0,89. Donc plus que le double de la liaison CH. On fait la somme vectorielle et puis on a de nouveau une résultante, donc une molécule qui est polaire. Voilà, donc généralement, les moments dipolaires, on les note sur la résultante, on l'a fait sur le côté et puis on vient mettre la résultante sur la molécule et généralement, on vient centrer le point d'application du vecteur du muR résultant sur le centre de la molécule. Maintenant, on va voir les différents types de liaisons intermoléculaires. Donc, ces liaisons intermoléculaires, elles ont lieu entre plusieurs molécules, puisqu'intermoléculaire veut dire entre les molécules. On va avoir des liaisons intermoléculaires aussitôt qu'on a des solides, aussitôt qu'on a des liquides.
le passage de liquide à gaz va marquer au final la fin de ces différentes liaisons intermoléculaires. Donc, elles permettent d'expliquer au final les différents états physiques. Plus une molécule va être capable de faire des liaisons intermoléculaires fortes avec une autre molécule, similaire à elle-même, par exemple dans le cas d'un corps pur, plus on va avoir une température d'ébullition élevée. Ça, on a vu ça pendant l'année. C'est important de réaliser qu'elles sont bien plus faibles que les forces intramoléculaires, donc les liaisons covalentes, ioniques, voire métalliques, au sein d'une molécule ou d'une espèce chimique. Pourquoi? Ben, je vais casser les dernières liaisons intermoléculaires quand je passe à l'état gazeux, mais par contre, il va falloir monter très haut en énergie pour être capable de séparer les atomes les uns des autres dans une molécule. Donc, en termes de force, les forces intermoléculaires sont largement plus faibles que les forces intramoléculaires qui relient les différents atomes d'une molécule entre eux. On va parler de la première liaison intermoléculaire qui correspond au réseau. Donc, le réseau, on va l'avoir notamment dans les substances ioniques, où on va avoir un empilement alterné de cations et d'anions. Et ces cations et ces anions, ils sont reliés entre eux par des liaisons ioniques. Et la totalité des liaisons ioniques qu'on a sur ces substances ioniques, c'est ce qui va former le réseau. Donc si je prends le NaCl, j'ai le sodium, Na, le Cl, qui est le chlore, et le sodium, il est tellement faible en termes d'électronégativité par rapport au chlore qu'il va donner son électron au chlore, qui va en gagner un et devenir Cl-, et ainsi de suite. Comme ça, le Na+ va pouvoir avoir la structure, d'un gaz rare, et le Cl, en ayant accepté un électron, va pouvoir aussi avoir la structure électronique d'un gaz parfait. Donc les 2 sont contents, ça correspond à un win-win entre le Na+ et le Cl-. On n'a pas une molécule pour les composés ioniques, je ne peux pas séparer qu'un seul Na+ avec un Cl-. Obligatoirement, j'ai plein de Na+ et plein de Cl-. Si on regarde au niveau moléculaire, à l'échelle nanoscopique, ben, on va avoir des Cl. Les Cl-, on les a sur les, ça est représenté ici par les ronds verts, et puis on va avoir des Na+. Et puis on a vraiment un empilement de CNA+ et de CCl-. Et on se rend compte que ce qu'on est capable de voir au niveau de l'empilement alterné de cations et d'anions, qui donne ici une structure cubique, ben, si on vient zoomer sur un grain de sel, on se rend compte qu'on a à l'échelle macroscopique cette même structure qui apparaît. Si on a un cristal de sel et on observe ce cristal de sel, on va avoir quelque chose qui va avoir cette forme cubique, parce qu'au niveau nanoscopique, on a cette forme cubique. Donc l'entier au final de toutes ces liaisons ioniques entre chaque Na+ et Cl-, ça constitue le réseau ionique, qui est le réseau au final total, qui va relier tous les cations Na+ à tous les anions Cl-. Et on se rend compte que un Na+ n'est pas relié à un seul Cl-, il est relié à plusieurs Cl-, ce qui fait qu'une substance ionique à proprement parler n'est pas une molécule, puisqu'on n'est pas capable de séparer un seul Na+ et un seul Cl-. Donc là, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est un abus de langage au final de parler de molécules pour ces substances ioniques, puisque c'est un assemblage au final d'une multitude de cations et d'une multitude d'anions. Donc la formule chimique qu'on utilise ici, NaCl, ça ne représente pas la molécule, il n'y a pas de molécule NaCl, mais ça me dit qu'il y a une proportion de 1 Na pour 1 Cl. Si j'avais du Na2O, donc de l'oxyde de sodium, à ce moment-là, la formule Na2O m'informe que j'ai 2 fois plus de Na+ que de O2- dans mon réseau ionique.
Maintenant, les liaisons de Van der Waals. Donc les liaisons Van der Waals, elles représentent la large majorité des liaisons intermoléculaires qu'on peut trouver entre 2 molécules et entre 2 molécules, de type, covalent. Donc elles ont été, découvertes par, heu, Johan van der Waals, qui est un Hollandais et puis lui, il vient dire qu'entre 2 molécules covalentes, donc composées uniquement de non-métaux, qu'importe qu'elles soient polaires ou apolaires, il y a des forces qui s'appliquent entre ces 2 molécules covalentes et ça correspond, aux forces, du même nom que leur découvreur, à savoir, van der Waals. Et ces forces de Van der Waals, elles permettent, d'expliquer notamment pourquoi le gecko, il est capable, d'adhérer à des parois avec ses pattes. Donc si on regarde le gecko, si on vient zoomer sur la patte, on se rend compte que, au niveau des pattes, on a des stries. Si on vient zoomer sur ces stries, on se rend compte qu'elles sont, composées de sétules. Donc ici, on a une image au microscope, électronique et on se rend compte que ces satules, ben, elles sont elles-mêmes constituées de spatules et sur une patte d'un gecko avec l'entier de ces spatules, ben, on a une surface qui est, colossale. Donc le gecko va augmenter sa surface de contact en, maximisant au final, le contact qu'il va avoir entre, sa patte et puis le mur. Si nous, on vient toucher un mur avec la main, ben, on a très peu de notre main qui est réellement en contact avec le mur, parce qu'on n'a pas de poils et puis, le mur, ben, il est pas forcément plat et puis on va avoir peu de notre, peau de la main qui va être capable de toucher ce mur. Par contre, si on avait, comme le gecko, plein de poils, énormément de poils. En posant notre main sur, le mur, on serait capable d'augmenter la surface de contact. En augmentant la surface de contact, ben, à ce moment-là, on pourrait éventuellement adhérer au mur. Donc le gecko, globalement, si, ici on a, une vitre, par exemple, il va venir appuyer sa patte. En venant appuyer sa patte contre le mur, ben, il va augmenter au final la surface, de contact entre, ses pattes et puis le mur. Parce qu'il va venir, déposer au final, en ayant le contact, il va venir, déposer les différents poils sur la surface. Donc il va largement augmenter la surface de contact avec, le verre. Et puis, ben, en ayant augmenté cette surface de contact, ben, ça va l'empêcher au final d'avoir la patte qui tombe. Parce que toute cette surface de contact qui fait, des forces de Van der Waals entre le poil et le verre, l'empêche au final, de glisser en bas. Quand il veut décoller la pâte, ben, il va la décoller gentiment, donc il va gentiment, gentiment, gentiment réduire ses forces de Van der Waals entre, les poils, puisqu'il les décolle gentiment de la surface et il va pouvoir, décoller sa pâte et la poser plus loin. Un gecko a 4 pattes donc, en attendant, il y a 3 pattes qui sont toujours, capables au final de le maintenir en place. On estime que ces forces, elles sont tellement grandes qu'un gecko normalement avec un seul de ses doigts sur une des pattes, serait capable au final de, se maintenir sur la surface avec uniquement un doigt, tellement il y a d'interactions possibles entre les spatules qu'on a sur, ce doigt et puis, la surface. Après, il est clair que plus
la surface est rugueuse, mieux il va tenir et puis on a une obligation que le gecko soit capable de faire qu'on ait des forces chimiques de Van der Waals qui puisse avoir lieu entre, les molécules qu'on a sur ces, spatules et puis, les molécules qu'on a sur la surface et puis, par exemple, un gecko ne va jamais tenir sur, les surfaces, par exemple, type le téflon qu'on a au fond des poêles parce que la surface ne permet pas au gecko de faire avec ses spatules des, liaisons de Van der Waals et puis ainsi, pouvoir tenir sur une surface de type téflon. Bah, non, ces liaisons de Van der Waals, si on va les regarder en détail, au final, elles sont composées de 3 types, de forces ou d'interactions qui sont les interactions dipôle instantané, dipôle induit, qu'on appelle couramment les forces de London et je vais garder moi cette appellation. Des forces dipôle permanent, dipôle induit qu'on appelle les forces de Debye et des interactions dipôle permanent qu'on appelle les forces de Kison. Alors, on va un peu parler de qu'est-ce que c'est ce dipôle permanent? Qu'est-ce que c'est un dipôle induit? Et qu'est-ce que c'est un dipôle instantané? Puisque ces 3 notations, dipôle instantané, dipôle induit, dipôle permanent, sont importants pour comprendre, de quoi on parle au niveau de ces forces. Donc si on regarde, une molécule, donc une molécule, on va avoir 3 types, de dipôle dessus. On a le dipôle permanent, le dipôle instantané et le dipôle induit. Et puis tout ça va me faire le moment dipolaire total. Donc réellement, d'après ce qu'on a vu nous, donc si je prends une molécule, ici j'ai ma molécule, on estime que la molécule, elle est polaire. Donc de base, j'ai calculé dessus un muR. Donc ici, on a une molécule, nous on va estimer qu'on a une molécule polaire. Ce qu'on a calculé jusqu'à présent, ce muR, ça correspond à un dipôle permanent. Donc jusqu'à là, on a, calculé nous des, moments dipolaires permanents. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une molécule, les électrons bougent. Les noyaux, ils sont, centralisés sur chacun des atomes, mais par contre, les électrons, bougent partout sur la molécule. Donc on a un certain nombre d'électrons, que ce soit les électrons de valence, ou les électrons sur les couches inférieures, on a un certain nombre d'électrons et puis mes électrons, ils pourraient bouger un peu plus d'un côté que d'un autre. Donc ce muR permanent, en fonction de comment mes électrons bougent, plus je vais avoir d'électrons, plus j'ai une probabilité importante qu'ils bougent, moins j'ai d'électrons, moins il y a de chances qu'ils bougent. Ben, il faut se réaliser que puisque mes électrons ils bougent, heu, on peut avoir encore un dipôle instantané qui vient s'ajouter à ça. Si tout à coup mes électrons, ils se déplacent plus, du côté ici, en bas à droite sur ma molécule, mon muR permanent, il pourrait devenir un petit peu plus grand ou il pourrait devenir un petit peu moins grand parce que mes électrons tout à coup, ils pourraient quand même se déplacer de l'autre côté. Donc ici, on a en plus du muR permanent, on a un muR instantané. Et puis ce muR instantané, lui, il va dépendre du nombre d'électrons. Plus j'ai d'électrons, plus j'ai une probabilité qui se trouve plus d'un côté ou l'autre de la molécule, donc ça peut aller dans le sens de mon muR permanent et le rendre encore plus grand, ou tout à coup le rendre un petit peu moins grand. Ça, c'est le muR instantané. Et on a une dernière possibilité, on peut avoir tout à coup une autre molécule, on va estimer que cette molécule, elle est aussi polaire, elle vient se rapprocher de la première. Donc cette molécule-là, on est d'accord que si je mets un muR permanent comme ça, on estime que cette molécule
de ce côté-là, elle a une tendance négative, ça c'est mon muaire qui me l'indique, et puis de l'autre côté, ben, elle a une tendance positive. Et cette fois, puisqu'on a, la première molécule qui a plus d'électrons de ce côté-là qui s'approche, ben, ça va induire un déplacement d'électrons sur la deuxième molécule. Donc mon muR permanent, lui, peut être légèrement plus haut, plus bas en fonction, du dipôle instantané et puis du nombre d'électrons, mais si j'ai une autre molécule dans les parages qui a un moment dipolaire, ben, elle peut aussi induire un déplacement des électrons plus important. Et puis, au moment où, au final, on somme ces différents dipôles, ben, on va avoir ici qui va correspondre au muR réel total, qui est au final une somme de est-ce que ma molécule, elle a de base un moment dipolaire ou pas, en tenant compte du fait que on a un certain nombre d'électrons sur la molécule, donc une certaine probabilité que mes électrons soient plus d'un côté que de l'autre, du dipôle instantané, et on tient compte encore du fait que si on a des molécules dans l'entourage, ça peut encore varier ce muR permanent. Donc le muR permanent peut varier dû au nombre d'électrons présents sur la molécule et dû au fait qu'on a des molécules qui peuvent se rapprocher ou pas. Et puis ça me donne le moment dipolaire total. Et ben, les trois découvreurs de ces différentes forces, à savoir London, Debye et Kissom, ben, eux, ils ont séparé les forces de Van der Waals pour les expliquer plus en détail et en utilisant ces différents dipôles. Donc, la totalité des interactions entre deux molécules, c'est une somme des différentes forces qu'on pourrait avoir. Maintenant, on va voir la première interaction, donc dipôle instantané, dipôle induit. Donc ça correspond aux forces de London. Cette force va exister entre n'importe quelle molécule covalente. Donc si ma première molécule elle est covalente, la deuxième elle est covalente, j'ai de toute manière des forces de London qui existent entre les deux. Qu'importe que ma molécule elle soit polaire ou apolaire. Si je prends une molécule de diode, je vais avoir d'un côté 53 électrons, puisque l'iode a 53 électrons en tout, de l'autre 53 électrons. Mes électrons, ils bougent dans ma molécule de diode. Et ça veut dire que tout à coup, à un moment donné où je fais un instantané des électrons, je pourrais avoir, par rapport au milieu de cette molécule, peut-être un ou deux électrons plus d'un côté que de l'autre, par rapport à où ils devraient être. Donc, tout à coup, je me retrouve pendant un petit moment, ici, on va dire, à 52 électrons à gauche, 54 électrons à droite. Parce que il y a les électrons, avec 106 électrons, il y a quand même pas mal de chances que tout à coup, j'ai pas exactement 53 et 53 d'un côté, mais que j'ai un petit peu plus d'électrons du côté ici droite que du côté gauche. Si par hasard j'ai ça, ça veut dire que ma molécule, j'ai un muet instantané qui s'est créé, et j'ai une tendance négative du côté où j'ai 54 électrons et j'ai une tendance positive du côté où j'ai 52 électrons. Maintenant, cette molécule-là, où j'ai 52 électrons et 54 électrons de l'autre côté pendant un tout petit moment, s'il se rapproche d'une deuxième molécule, on va dire qu'on a 53 électrons d'un côté, 53 de l'autre, puisque j'ai plus d'électrons ici du côté de l'iode. Donc ça veut dire que ici, on a dit qu'avec ça, j'ai une tendance ici négative, j'ai une tendance positive de l'autre côté. Ça veut dire que j'ai plus d'électrons de ce côté-là. Et puis résultat, ça va induire un déplacement
des électrons de l'autre côté. Donc ici, sur la deuxième molécule, je vais avoir un déplacement d'électrons. Normalement, j'ai 53 électrons sur l'iode de gauche et 53 sur l'iode de droite, mais j'ai plus d'électrons ici, donc ça va chasser les électrons de l'autre côté, puisqu'on a dit que euh, les charges identiques, au final, se répulsent. Et on va avoir, à cause de ce muR instantané, on va avoir une induction euh, et puis un muR induit de l'autre côté avec un déplacement électronique. Donc, mes électrons, on a d'un côté au final un instantané, puisque tout à coup mes électrons se retrouvent plus d'un côté que de l'autre, et ça va induire un déplacement d'électrons sur les autres molécules. Et ça correspond à ma force de London. Si on regarde l'iode, donc le diode, avec deux atomes d'iode, il a en tout 106 électrons sur la molécule. Le dibrome, lui, il a largement moins d'électrons. Si on fait le calcul, on se rend compte qu'on a ce nombre-là d'électrons. Ça veut dire que le diode a plus d'électrons que le Br2. Si on regarde ces deux molécules, on va regarder sur le tableau périodique, on se rend compte que le diode à température ambiante, c'est un solide, et puis le Br2, c'est une molécule qui est liquide à température ambiante. Donc, le nombre d'électrons va avoir une influence sur l'état de la matière à température ambiante. Les deux molécules, si on les étudie, ben, le diode comme le dibrome, on a des molécules qui sont entièrement apolaires. Donc il n'y a pas de moment dipolaire présent dans ces molécules. Et puis pourtant, le seul moyen d'expliquer que le diode soit solide à température ambiante, c'est qu'il y a bien une interaction qui doit avoir entre les différentes molécules de diode. Sinon, ça sera un gaz à température ambiante. Si je prends un autre exemple avec ici une molécule d'eau, et puis, cette molécule d'eau, ici, normalement, on a du côté des hydrogènes, j'ai 2 électrons, du côté de l'oxygène, j'ai 8 électrons. La probabilité, elle est relativement faible, mais je pourrais avoir tout à coup un électron qui passe plus d'un côté que de l'autre. Mais par contre, ici, en tout, j'ai que 10 électrons. Avant, j'avais 106 électrons, donc la probabilité est largement plus faible. Donc mon muR instantané, il est largement plus bas. Donc ici, moi, j'ai mis un déplacement de 2 électrons vers 8 électrons. On pourrait tout à fait imaginer que mes 8 électrons ont tendance à aller du côté des 2 électrons. Tout à coup, que j'ai un peu plus d'électrons de l'autre côté, donc la flèche, on pourrait exactement imaginer la même dans l'autre sens, ou la même sur le haut ou sur le bas. Par contre, la probabilité que ça arrive, on a moins d'électrons sur l'entier de la structure, donc c'est plus faible que ça arrive. Le dipôle induit, maintenant, j'ai un dipôle instantané qui est plus faible, donc qui va induire un dipôle induit plus faible, puisqu'il y a moins de déplacement d'électrons. Donc le dipôle induit, il est moins grand. Ce dipôle induit, ben, il va dépendre de deux choses. Il va dépendre du muR instantané et puis du nombre d'électrons qu'on a sur cette deuxième molécule. Si au contraire, ma molécule d'eau, elle s'était présentée par exemple de l'autre côté, j'avais mis ici mon muR instantané, ou si encore du côté du haut, ben à ce moment-là, j'aurais eu le même muR induit, le même dipôle induit, mais en sens inverse. J'ai toujours le même nombre d'électrons, donc la probabilité du dipôle instantané est toujours la même. J'ai toujours sur ma deuxième molécule qui correspond à mon diode 106 électrons, donc la polarisation des 106 électrons sur la molécule est la même. Et ça va correspondre à des forces de London. Donc les forces de London, on va juste regarder sur la première molécule à quel point elle est capable d'avoir un dipôle instantané et de regarder le dipôle induit que c'est capable de susciter sur la deuxième molécule. Donc si on regarde cette interaction, c'est des dipôles instantanés, des dipôles induits, on les appelle forces de London.
elles existent entre une molécule covalente apolaire et une autre molécule covalente apolaire, entre une molécule covalente polaire et une molécule apolaire, ou une molécule covalente polaire et une autre molécule covalente polaire. Donc, n'importe quel type de molécule covalente, on a des forces de London. Maintenant, pour déterminer la puissance de ces forces, ça va dépendre du nombre total d'électrons qu'on a sur la première molécule. Plus on a beaucoup d'électrons, plus la probabilité d'avoir un dipôle instantané est importante. Et ça va dépendre du nombre d'électrons total sur la deuxième molécule. Donc on parle vraiment du nombre d'électrons totaux, total, et puis pas du nombre d'électrons uniquement de valence. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la somme de tous les électrons qu'on va avoir sur la molécule. Pourquoi le nombre d'électrons total il est important sur la deuxième molécule? Ben, il est important puisque plus la molécule elle possède d'électrons, plus si j'ai un dipôle instantané une molécule avec un dipôle instantané qui s'approche de la deuxième molécule, ben, j'ai une probabilité d'induction d'un dipôle qui va être importante si on a beaucoup d'électrons dessus. Maintenant, on a l'interaction entre un dipôle permanent et cette fois un dipôle induit. Donc ça correspond aux forces de Debye. Ces forces de Debye, puisqu'il y a une des molécules qui doit avoir un dipôle permanent, ça signifie qu'on a en tout cas une des deux molécules qui est une molécule polaire. La deuxième, elle peut être polaire ou apolaire. Ici, je prends ma molécule d'eau, qui est une molécule covalente polaire, et je vais dessiner dessus son dipôle permanent. Donc le dipôle permanent, il est comme on l'a vu au tout début, donc par somme vectorielle des différents vecteurs covalents, j'ai mon muR permanent. Il va s'approcher ici d'une molécule, par exemple, on peut reprendre le cas du diode, qui a 106 électrons, et cette fois, puisque le muR permanent il est largement plus important que le dipôle instantané, ben, le muR induit il va être plus grand. Donc après, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre cette molécule d'eau et cette molécule de diode, on a et des forces de London, mais à ces forces de London, on a maintenant des forces de Debye qui viennent s'ajouter. Donc avec London, Debye et ce qu'on verra après qui sommes, au final, on est juste en train de séparer les forces de Van der Waals en différents cas de manière à mieux pouvoir expliquer ce qu'on observe. Mais là, on va avoir une totalité de ces différentes forces qui vont s'appliquer pour calculer les forces de Van der Waals de manière générale. Si par hasard ma molécule d'eau avec son dipôle permanent s'était approchée dans l'autre sens, ben, elle aurait induit un dipôle euh, de sens inverse sur ma molécule de diode. Donc ça, c'est important. Si elle devait approcher par le bas, mon dipôle induit aurait été vers le haut, et ainsi de suite. Donc ici, c'est les forces de Debye. De nouveau, si j'avais une molécule, par exemple, à la place du diode, j'avais du Br2, du dibrome, à ce moment-là, le dipôle induit serait plus faible puisque ma molécule de Br2 possède moins d'électrons en tout sur la molécule. Si on a moins d'électrons en tout sur la molécule, ben, l'induction du dipôle va être plus faible. Donc ces forces de Debye, elles existent entre une molécule polaire et une molécule apolaire, ou entre une molécule polaire et une molécule polaire, puisque la première molécule, elle doit obligatoirement être polaire pour posséder un dipôle permanent. Maintenant, ça va dépendre du dipôle permanent de la première molécule. Plus il y a un dipôle permanent sur la première molécule qui est important, plus les forces de Debye seront grandes. Et puis, ça va dépendre du nombre d'électrons total qu'on a sur la deuxième molécule. Plus elle a d'électrons, plus au final on va pouvoir avoir sur cette deuxième molécule une induction du déplacement des électrons qui va être important. Dernière interaction dipôle permanent, ça c'est Kissom qui le découvre. Et puis, il vient juste dire que 2 molécules qui possèdent des dipôles permanents vont aligner leurs dipôles permanents de manière à minimiser les répulsions et puis avoir au final des forces qui vont être stabilisatrices entre les 2 molécules. Donc ici,
on a les forces de Kissom, elles existent uniquement entre une molécule polaire et une autre molécule polaire et elles vont dépendre du dipôle permanent de la molécule 1 et puis du dipôle permanent de la molécule 2. Entre un ion et un dipôle permanent, donc c'est, une force supplémentaire. Là, on a vu les 3 forces de Van der Waals qui sont London, Debye, Kissom. En plus de ça, on a les forces, les interactions ion-dipôle permanent. Donc si ici j'ai du Cu2+ qui est chargé positivement et j'ai des molécules d'eau qui vont se mettre autour, les molécules d'eau, puisqu'on a une charge positive, cette charge positive, elle va attirer à elle le côté négatif des molécules d'eau. OK, j'aurai une répulsion si elles présentaient le côté positif. Donc mes molécules d'eau, elles vont pouvoir venir présenter le côté négatif et le côté négatif de la molécule d'eau, ça correspond à l'atome d'oxygène. Pourquoi l'atome d'oxygène? Ben, j'ai un muR permanent sur ma molécule d'eau, ça implique ce muR. Ce muR, il implique qu'on a une tendance ici négative sur la molécule d'eau et puis on a des tendances, négatives ici de ce côté de la molécule d'eau. Donc elle vient présenter le côté négatif et puis on va avoir pas mal de, molécules ici, d'eau qui vont se mettre autour de ce cation. Donc là, on a des interactions entre un dipôle permanent et un ion. On comprend bien qu'une molécule qui est apolaire, du coup, va pas du tout être attirée par un ion, donc on n'a pas, d'interaction entre un ion et une molécule apolaire. La molécule, pour avoir une interaction avec un ion, elle doit obligatoirement être polaire. Si au contraire, j'avais au centre un atome, de chlorure, donc il y a cette fois un anion, cette fois, c'est le côté, positif de la molécule d'eau qui va être, présenté au chlorure. Donc ici, si j'ai des molécules d'eau qui s'approchent d'un réseau de sel, mes molécules d'eau vont venir séparer, les différents, NaCl qui sont crochés les uns aux autres. Elle va venir les extraire petit à petit de la structure et puis chaque molécule d'eau va venir se mettre autour du Na+ et du Cl- de manière à minimiser les interactions. Donc pour le Na+, la molécule d'eau va présenter les atomes d'oxygène, tandis que pour le Cl-, elles vont présenter les atomes, d'hydrogène. Maintenant, les ponts hydrogène. Donc ça, c'est encore, un dernier type, d'interaction qui peut apparaître, c'est les ponts hydrogène. Si je prends le tableau périodique, ici, j'ai pris différentes, séries et puis à chaque fois, j'ai pris au final, des groupes. Donc si on regarde ces différents groupes, donc j'ai d'abord pris le groupe numéro 4. Groupe numéro 4 sur le tableau périodique, on va avoir sur la colonne carbone, silicium, germanium et puis étain. À chaque fois, je vais pouvoir venir mettre 4 hydrogènes autour. Si on regarde ces différentes molécules, on a des molécules qui sont entièrement apolaires. Donc je vais avoir, si je prends le premier, c'est H4. Et en bas, si on regarde, on va dire à la place de la masse moléculaire, on pourrait dire ici le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons ou même mieux, le Z total. Donc le numéro atomique total, on aurait pour le carbone ici 6 et puis on a 4 hydrogènes qui ont chacun 1, donc je suis, hem, non, désolé, carbone, on a 12 pour le carbone général et chacun des hydrogènes ici a 1. Donc on va avoir, oublié ce que j'ai dit, pas grave. Donc on va regarder le nombre d'électrons, totaux. Donc ici le carbone, j'ai 12 électrons,
plus, 1 électron pour chacun des hydrogènes, donc j'ai un nombre total d'électrons ici qui vaut, 16. Je vais avoir 12 électrons ici, 1, 1 et 1 et puis je suis ici exactement à 16. Que des molécules apolaires, donc on va avoir une augmentation du nombre d'électrons sur la molécule et donc on va avoir que des forces de London. Donc entre un CH4 et un autre CH4, on peut avoir que des forces de London. Donc on s'attend à ce que les forces de London augmentent gentiment. Si je prends en vert, ça correspond ici à la 7e colonne du tableau périodique. Donc on va avoir le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Cette fois, j'ai des molécules de type HF. Donc au fur et à mesure que je vais augmenter HF, HCl, HBr, HI, j'ai de plus en plus d'électrons sur ma structure, donc mes forces de London vont gentiment augmenter. Et c'est ce qu'on voit, donc du coup HCl, HBr, HI, ben, on a une augmentation de la température d'ébullition. On se rend compte qu'on a un problème ici pour le HF. Le HF, il est pas logique. Je peux faire la même chose pour la 6e colonne du tableau périodique. Donc 6e colonne du tableau périodique, ça va correspondre à oxygène, soufre, sélénium et puis tellure. Ici, eux, on peut mettre seulement 2 hydrogènes pour les crochets avec et puis on se rend compte qu'on a une augmentation des forces de London, mais de nouveau pour l'eau, on a quelque chose qui est bizarre. Je fais la même chose pour la 5e colonne et on se rend compte que pour le N, on a quelque chose de bizarre. Donc il doit se passer quelque chose de bizarre pour le N, le F et puis l'oxygène. Puisqu'ici, avec les forces de London, Debye qui somment, on peut expliquer tout ce qui se passe pour les autres composés, c'est logique. Mais par contre, l'eau, l'acide fluorhydrique et le NH3, l'ammoniac, on a quelque chose qui est pas logique pour ces différentes molécules. Donc on a une interaction supplémentaire qui porte le nom de pont hydrogène qui apparaît. Donc ces ponts hydrogène, ils vont exister entre un groupement NH et sur la 2e molécule, un atome esselé d'azote, d'oxygène ou de fluor, entre un groupement OH et un atome esselé d'azote, d'oxygène ou de fluor, ou entre une molécule d'acide fluorhydrique, le FH, qui est une molécule en tant que telle, on ne peut pas continuer la structure, et un atome esselé d'azote, d'oxygène et fluor. Donc, si on a un groupement NH, OH ou FH sur la première molécule et la 2e molécule possède un N, un O ou un F, on a des ponts hydrogènes. C'est important sur la première molécule, ces groupements NH, OH, FH, ils doivent être crochés ensemble. C'est pas simplement un atome d'azote et un atome d'hydrogène sur la molécule, les deux doivent être couplés pour avoir ce groupement NH, OH ou FH. Voilà, on peut dire globalement que si j'ai la liaison OH, pourquoi on a ces forces stabilisatrices? Donc ici, si j'ai mon groupement OH, oxygène, hydrogène, puis ici on a la suite d'une molécule. Pourquoi on a des forces qui sont plus fortes? Ben, si on regarde l'électronégativité de l'oxygène, 3,44, et puis l'hydrogène, on est à 2,20. Donc, mes électrons sur la liaison, ils sont pas au milieu de la liaison comme ils devraient être là, mais mes 2 électrons, ils se situent largement du côté de l'hydrogène. Du côté de l'oxygène. Puisque l'hydrogène n'a qu'un seul électron, ça veut dire que dans cette zone-là, j'ai pas du tout d'électrons qui gravitent.
et ça va permettre au final, si j'ai ici une deuxième molécule qui possède par exemple, un N avec une paire liante, une paire non liante, ben, ça va lui permettre de venir s'approcher un petit peu plus près qu'une molécule, standard, puisqu'on a justement pas d'électrons qui sont là autour de l'hydrogène. Donc elle la deuxième molécule va pouvoir se rapprocher un peu plus de la première avec ce pont hydrogène et faire une force qui va être plus forte que les forces de Van der Waals qui sont existantes et puis on a, sur cette totalité au final, de forces, on va avoir une force en plus qui vient encore, stabiliser l'interaction et qui vont permettre d'expliquer pourquoi, les molécules d'eau, l'ammoniac, le NH3 ou l'acide fluorhydrique ont des températures d'ébullition relativement hautes pour des molécules qui ont, en tant que telles, relativement peu d'électrons. Donc avec peu d'électrons, ben, peu de possibilités de faire des forces, de London. Voilà, ces ponts hydrogène, ben, on les a à plein d'endroits. On les a notamment sur, les doubles hélices, enfin l'hélice, d'ADN qu'on a. Donc on a, dans le noyau de nos cellules, de l'ADN et l'ADN est replié sous forme, d'hélice, comme on peut le voir, là en bas. Et puis on va avoir une double hélice, pour l'ADN, puisqu'on va avoir un bras de l'ADN qui est codon et un autre qui est pas codon. Donc on a 2 bras pour l'ADN, je vais juste dessiner ça. On a le bras codon et puis non codon. Et puis sur le bras, on a en général des bases. Donc on peut avoir A, C, G et T. On a différentes bases. Et puis sur le bras non codon, ben, on va avoir à chaque fois que j'ai un A sur le codon, je vais avoir un T, à chaque fois que j'ai un C, je vais avoir un G, réciproquement. Et entre les 2, à chaque fois, j'ai des ponts hydrogène qui vont tenir les 2 bras ensemble. Donc ces ponts hydrogène permettent au final de venir crocher le bras codon au bras non codon. Donc on les voit ici, ça c'est entre, la guanine, donc ici le G, avec une cytosine, donc le C, et puis on se rend compte qu'il y a 3 ponts hydrogène qui ont lieu entre l'adénine et la thymine. Cette fois, c'est entre A et T. OK, ce qu'on a en bas ici, l'uracile, ça va être uniquement présent pour, les molécules d'ARN. Donc ici, on va voir l'ADN et puis en bas, on a l'ARN et puis l'ARN, dans l'ARN, on a les différentes, thymines qui ont été, remplacés par de l'uracile. OK. Petite, parenthèse avec ces hélices ADN, mais ces ponts hydrogène, ils sont, très présents au final dans les molécules, du vivant et puis, c'est quelque chose qui est largement utilisé dans le fonctionnement de nos cellules et de nos protéines. Maintenant, on a parlé de ces différentes, forces. Le but d'avoir parlé de ces différentes forces, ça va être de pouvoir étudier, 2 choses. 1er, ça va pouvoir être, en regardant juste le dessin d'une molécule, d'être capable, de savoir plus ou moins quelle va être sa température d'ébullition et de pouvoir parler de sa solubilité. Donc pour la température, d'ébullition, on va pouvoir dire que à l'ébullition, j'ai la rupture des 10 dernières forces intermoléculaires qui pourraient exister entre 2 molécules. Donc
plus on a une température d'ébullition élevée, plus on a un total de force intermoléculaire qui est important entre les molécules, de la substance qu'on est en train d'étudier. Ça, c'est la première chose. Ça ne nous dit pas le type de liaison intermoléculaire qu'on pourrait avoir, mais la totalité de ces liaisons-là. Si je dois mesurer une température d'ébullition de manière précise, là on a un schéma d'un appareil à point d'ébullition. On va mettre du liquide ici dans un ballon avec un thermomètre. On va chauffer au maximum de ce qu'on pourra chauffer et puis ici on va pouvoir mettre en haut un condenseur. Donc ce condenseur, je vais avoir des vapeurs qui vont monter et les vapeurs qui vont monter à travers ce condenseur, ben, elles vont redescendre. Et puis ça va faire qu'on va maintenir ma température à maximum. Et puis elles vont redescendre à cause du condenseur, puisque dans le condenseur, en permanence, on fait rentrer de l'eau froide qui vient ici sur l'extérieur pour refroidir ce condenseur. Donc, je vais pouvoir mesurer très précisément la température d'ébullition du liquide grâce à cet appareil. Maintenant, si j'ai envie de comparer, 2 molécules que vous avez jamais utilisées et puis on vous en a jamais parlé, l'éthanal, le CH3CHO et puis l'éthanol. Donc j'ai ces 2 molécules et en ne connaissant rien, j'aimerais savoir laquelle a la température d'ébullition la plus élevée. Première chose à faire, ça va être de, calculer 2 choses, le nombre d'électrons total sur la molécule, déterminer si elles ont un moment dipolaire permanent ou pas, et puis si elles sont capables de faire des ponts hydrogènes entre elles. Donc ici, on est d'accord qu'on va regarder entre une molécule d'éthanal et une autre molécule d'éthanal, quelles sont les forces qui sont possibles entre deux molécules d'éthanal et puis quelles sont les forces entre deux molécules d'éthanol. On ne va pas comparer une molécule d'éthanal avec une molécule d'éthanol en regardant ce qu'elle peut faire entre les deux. Donc, je regarde vraiment entre deux molécules d'éthanal, entre deux molécules d'éthanol. Donc, les trois critères que je vais devoir identifier sur la molécule, c'est le nombre d'électrons total, le fait qu'il y ait un moment dipolaire permanent ou pas, et la norme de ce dernier, et puis le nombre de ponts hydrogène. Donc ici, mes deux molécules, elles ont 24 électrons en tout. Si je compte, on va avoir le carbone qui a 6 électrons, donc j'ai 2 fois 6 électrons, 12 électrons. Et puis je vais avoir des hydrogènes qui ont à chaque fois un électron, l'oxygène qui a 8 électrons. Je fais le tout, 6 plus 6 plus 8 plus 4 fois 1, et on obtient 24 électrons. Si je regarde, les deux ont un muR permanent qui est plus ou moins identique d'une molécule à l'autre. Donc, je fais mes différents vecteurs covalents et puis j'obtiens plus ou moins la même somme. Par contre, la molécule d'éthanol, elle, a un groupe OH que l'éthanol n'a pas. Donc, la molécule d'éthanol est capable de créer un pont hydrogène, ce que la molécule d'éthanol n'est pas capable de faire. Maintenant, si on regarde les deux molécules, donc les deux molécules, c'est des molécules covalentes polaires. Donc les deux fois, j'ai des molécules covalentes polaires avec une autre molécule covalente polaire sont capables de faire toutes les forces de Van der Waals possibles, à savoir les forces de London, les forces de Debye et les forces de Kiso. Plus sur l'éthanol, puisqu'on a une capacité de faire des ponts hydrogène, ben, on a une dernière force qui peut apparaître, qui est les ponts hydrogène. London, on a dit qu'on compare le nombre d'électrons. Donc le nombre d'électrons, j'ai 24 électrons sur les deux, donc il n'y en a pas une qui est capable de faire plus de force de London que l'autre. Force de Debye, la première molécule, elle a un moment dipolaire permanent, mais qui est identique dans les deux cas. Et la deuxième molécule qu'on compare, c'est le nombre d'électrons qui va nous importer sur cette deuxième molécule. 24 électrons, même chose partout. Donc mes forces de Debye, elles sont équivalentes en deux molécules d'éthanol et deux molécules d'éthanol.
Même chose pour les forces de Kissom, on a exactement à peu de choses près le même, moment dipolaire, total, donc force de Kissom identique. Et puis dans le dernier cas, on a l'éthanol qui est capable de faire des ponts hydrogène que l'éthanol n'est pas capable de faire. Donc si on somme l'entier des forces qu'on pourrait avoir, on se rend compte qu'en 2 molécules, d'éthanol, on a plus de force intermoléculaire possible et à ce moment-là, je vais avoir une température d'ébullition qui va être plus élevée pour l'éthanol que pour l'éthanol. Si on le vérifie avec des données, on va rechercher ces températures d'ébullition, on se rend compte que ce qu'on vient d'identifier, c'est juste. L'éthanol a une température d'ébullition de 78,4 degrés, tandis que l'éthanol a une température d'ébullition de 20,2 degrés Celsius. Donc, qui fait que l'éthanol a bien une température d'ébullition supérieure à celle de l'éthanol. Maintenant, cette comparaison-là permet juste de dire lequel a une température d'ébullition plus élevée. À aucun moment, il va me permettre de calculer précisément ce 78,4 et le 20,2 Celsius via au final des calculs. On peut juste dire lequel a une température d'ébullition plus élevée que l'autre molécule en les comparant et puis en regardant leur structure. On peut aussi parler de la solubilité. Donc la solubilité, ça va être, l'aptitude d'une, substance à pouvoir se, mélanger à un solvant pour être capable de faire un mélange homogène et ce mélange homogène, c'est ce qu'on appelle couramment une solution. De manière générale, on estime que qui se ressemble s'assemble. Donc dans un solvant polaire, je vais pouvoir dissoudre, uniquement des molécules polaires. Au contraire, sur une molécule apolaire, je vais pouvoir la dissoudre uniquement dans un solvant apolaire. OK, donc ça, c'est la règle générale, donc le qui se ressemble s'assemble. On verra en travaux pratiques qu'il y a pas mal au final, d'exceptions au final à cette règle. On peut quand même dissoudre certains, solutés, apolaires dont des solvants polaires en fonction du nombre d'électrons qu'ils possèdent et puis des différentes capacités qu'ils ont de faire, ces différentes, forces de Van der Waals. Donc on a ici, un réseau de sucre avec pas mal de molécules de saccharose, les unes crochées aux autres et puis ici, lors de la dissolution, ben, il y a des molécules d'eau qui viennent séparer ces différentes molécules de sucrose, qui est le saccharose, les unes des autres et puis, les molécules d'eau viennent se mettre autour et en fonction, des côtés, positifs, de cette molécule, de sucre et négatifs, ben, les différentes molécules d'eau vont s'aligner d'une certaine façon autour de cette molécule de sucre. Si maintenant je prends un premier exemple avec de l'ammoniac et l'eau. La première chose qu'on va se poser, c'est entre 2 molécules de soluté, donc ici on va venir dissoudre de l'ammoniac dans l'eau. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir en 2 molécules de soluté, donc 2 molécules d'ammoniac, quelles sont, les forces qui peuvent exister entre 2 NH3. Le NH3, c'est une molécule covalente polaire et puis puisqu'on a, des groupements NH, elle a la capacité en plus de faire des ponts hydrogène. En plus c'est, une molécule covalente, plus c'est une molécule déjà covalente, il y a du London, plus c'est une molécule covalente polaire, on va en plus avoir du débail et du Kissa. Elle a la capacité avec son groupement NH de faire des ponts hydrogène, donc on a des ponts hydrogène en plus qui sont possibles. En 2 molécules d'eau, on a H2O, c'est une molécule covalente polaire et de nouveau avec un groupement H, donc on a de nouveau toutes ces forces qui existent entre 2 molécules d'eau. Maintenant que j'ai comparé les forces qui existent en 2 molécules de soluté et 2 molécules de solvant, la question est de se poser quelles sont les forces qui peuvent exister entre une molécule de soluté et une molécule de solvant, à savoir une molécule d'eau et une molécule d'ammoniac. La première est une molécule covalente polaire capable de faire des ponts hydrogène, la deuxième est une molécule covalente capable de faire des ponts hydrogène. Donc
on a des forces de London qui existent entre les 2, des forces de Debye, des forces de Kisum et des ponts H. Et à ce moment-là, il faut se rendre compte que l'eau, c'est équivalent pour elle de faire des forces intermoléculaires avec une autre molécule d'eau ou avec une molécule d'ammoniac, puisqu'on a des forces de même niveau énergétique. Donc, on va avoir ici un mélange qui va être homogène, et puis ça veut dire que l'ammoniac est totalement soluble dans l'eau. Si au contraire, je viens mettre du pentane dans l'eau, en 2 molécules de pentane, donc pentane C5H12, c'est une molécule totalement apolaire. Les seules forces qui peuvent exister en 2 molécules de pentane, c'est des forces de London. En 2 molécules d'eau, on a toujours London, Debye qui somme et les ponts H qui sont possibles. Maintenant, si je viens comparer entre une molécule de seule eau et une molécule de soluté, l'eau est une molécule covalente polaire capable de faire des ponts hydrogène et puis le pentane est une molécule apolaire. Donc, on va avoir des forces de London qui vont exister entre ces 2 molécules et en plus, des forces de Debye. Et c'est les seules forces qui existent entre ces 2 molécules. Résultat, l'eau va vouloir rester crochée à d'autres molécules et puis continuer pouvoir faire des forces de London, Debye, Kisum et des ponts H. Donc les molécules d'eau, elles vont rester crochées ensemble pour faire des forces euh, plus élevées en énergie que ce qui serait possible avec des molécules de pentane. À ce moment-là, on a un mélange hétérogène et puis ça veut dire que le pentane est insoluble dans l'eau. Le pentane, on le trouve dans l'essence et si on met de l'essence dans l'eau, ben, on sait très bien que les deux se mélangent. Maintenant, on va finir par le résumé de tout ce qu'on a vu et puis on peut faire un schéma d'identification de ces différentes, liaisons intermoléculaires. Donc entre 2 molécules apolaires, les seules forces possibles, ça va être des forces de London. Entre une molécule polaire et une molécule apolaire, on va avoir et du London et du Debye. En 2 molécules polaires, du London, du Debye et du Kisum. Et entre une molécule polaire qui possède un groupement OH, NH ou HF et une deuxième molécule polaire qui a au moins un atome isolé d'oxygène, d'azote ou de fluor, cette fois on a les forces de London-Debye qui somment, comme en 2 molécules polaires, mais viennent s'ajouter à ça les ponts hydrogène. Entre un ion et une molécule polaire, on a des forces qu'on appelle ions dipôles permanents. Et puis entre un cation et un anion, on a les réseaux qui sont présents entre les cations et les anions. Donc si on regarde, ben, on a vu sur ce chapitre-là 5 types de liaisons intermoléculaires différentes, à savoir les forces de London, les forces de Debye, les forces de Kisum, 6, les ponts hydrogène, les interactions ions dipôles permanents et les réseaux. Et l'entier de ces forces de London, Debye, Kisum s'appelle liaison de Van der Waals.